Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Voici la deuxième partie de mon entretien avec Roméo Bouchard. Mais là, je vois que pendant tous ces 20 ans-là, vous n'avez pas été juste à votre ferme à regarder vos légumes pousser, là, puis vos bêtes se promener dans le pré. Là. Vous avez participé à toutes sortes de combats, celui sur les aboiteaux, on a eu le premier référendum dans cette période-là, en 1980. Ah oui, vous avez voté pour... Pourquoi, vous? Non seulement j'ai voté oui, mais j'ai travaillé pour le oui. C'est pas un secret pour personne. Les hippies qui sont venus en campagne un peu partout à travers le Québec, c'est pas différent ici d'ailleurs, hein, ça a été une espèce de migration de jeunes à travers tout le Québec. Ces gens-là, souvent, les petits sociologues de ville aujourd'hui, ils disent c'est un mouvement qui a été passager, c'était romantique, et puis ils ont tous été, ils sont tous faits récupérés par la consommation, tout ça. C'est faux. C'est faux. Ces gens-là qui ont été partout dans les campagnes, ici à Saint-Germain comme ailleurs, c'est eux qui ont supporté tous les mouvements de renouveau, tu sais. Le féminisme, l'écologie, le nationalisme, l'indépendantisme, l'autosuffisance, tout. Ces jeunes-là ont été des ferments d'innovation et d'ouverture d'esprit, culturel aussi, sur le plan culturel, dans tous les villages, partout, dans toutes les régions du Québec. T'sais. Et ça, on oublie de le dire, puis moi, je le rappelle souvent, puis je suis très convaincu de ça, tu sais. Comme ces gens-là ont été des ferments dans tous les villages. Tu sais. Saint-Germain est un bel exemple parce que Saint-Germain, en plus, on a été très proactifs. Moi, j'ai été, avec ma formation d'animateur, puis tout, de communicateur, j'avais ça dans le sang, donc j'ai fait un journal, on a parti beaucoup d'activités de développement local, tout ça. Et ça a créé peu à peu une culture de changement, une culture d'ouverture. Et aujourd'hui, ça attire les gens, tu sais. Et il vient beaucoup de jeunes pour cette raison-là, parce qu'avec le temps, il se crée une appartenance, puis il se crée une interdépendance, etc. Quand vous aviez décidé de quitter la ville pour Saint-Germain, est-ce que vous saviez quand même d'avance que vous vous impliqueriez autant? Non, mais... non, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a un plan, défini. Moi, je réagis aux événements, à l'actualité. J'ai pas peur de faire face. Et puis, ça me mène toujours plus loin. Ça me mène toujours ailleurs, tu sais. Et j'ai embarqué ici, puis je me suis considéré comme un nouveau citoyen de Saint-Germain. Mon village d'adoption. C'était pas facile au début, dans ces années-là, 75-80, parce qu'il y avait un gros fossé entre les gens de la place, qu'on appelait, puis les nouveaux arrivants, qui étaient, qu'on nous appelait les pouilleux, les couvertes de laine, les n'importe quoi, les hippies, les tout nus. Parce qu'il n'y avait pas d'épis à Saint-Germain avant, là. Ah non, c'est tout arrivé ça en 75, à peu près, 75, 76, 77. Et on avait des modes de vie vraiment qui étonnaient les gens. Mais peu à peu, c'est fait un mixage de ça, surtout quand on a eu nos enfants ici, nous, Oui, on va en reparler. Ça, alors, ces enfants-là ont fini par aller à l'école. D'ailleurs, ils ont apporté un petit regain de jeunesse à Saint-Germain parce qu'il y avait très peu d'enfants. Puis nous, les enfants qu'on a eus ici, bien, ça l'a donné un petit sursaut à l'autobus scolaire.
Pour rappeler aux gens que vous avez 2 enfants. Vous n'avez pas 10. Non, mais il y en a plusieurs qui en avaient 2. C'est vrai. On est quand même... on était très nombreux dans le rang Mississippi, puis tout ça, à Saint-Germain, des nouvelles familles comme ça. Et peu à peu, quand est venu le développement local au début des années 90, là, on a commencé à s'impliquer plus dans des projets. Et ça a créé encore des conflits à des moments donnés, c'est évident. Surtout que la direction traditionnelle, le maire, puis le président de l'OTJ, puis tout ce monde-là, c'était toujours les gens de la place, des agriculteurs d'habitude. Et là, tranquillement, il y a d'autres leaders qui apparaissaient, puis qui prenaient la parole, puis qui allaient à la télévision, puis etc. Donc, c'était très, très dérangeant pour les gens de la place. Je le comprends, mais c'était pas une raison pour aller se cacher, tu sais. Et aujourd'hui, je pense que dans des villages comme Saint-Germain, où ça a eu lieu plus tôt, puis plus fort peut-être, ce travail-là, ces tensions-là sont presque du passé. Oui? Sont presque du passé. C'est ce que vous remarquez présentement? Tout à fait. Les gens de la place sont habitués de négocier avec les nouveaux. Comme là, le projet de l'église le Parvis, c'est essentiellement des néo-Saint-Germain qui sont là. Et ils discutent avec la fabrique, ils discutent avec le conseil, ils discutent... Et comme beaucoup des gens de la place sont assez âgés, bien, ils aiment autant laisser les jeunes faire la job, t'sais. De sorte qu'il s'ouvre maintenant une nouvelle ère pour des villages qui ont bougé beaucoup, comme Saint-Germain, qui est une ère où il pourrait y avoir une nouvelle culture communautaire, démocratique, citoyenne, très différente. Je souhaiterais que, dès cette année, mais là, est-ce que ça se passera cette année, dans les villages, tout ça ici, dans les conseils, dans les élections municipales, il serait temps que ces jeunes-là commencent à entrer dans les conseils municipaux. C'est vrai qu'on a besoin de jeunesse. Parce que c'est souvent eux qui initient des projets citoyens, des projets importants, des nouvelles entreprises, et ils ont souvent un peu maille à partir avec le conseil, avec la vieille fabrique, les vieux conseillers, etc. Et bien, c'est le temps qu'ils aillent là, parce que le conseil du village, le conseil municipal, ça devrait être le comité de citoyens, dans le fond. Le gros comité de citoyens qui aide un peu tout ce monde-là à mener à terme ses projets, ses activités, tu sais. C'est intéressant ce que vous dites, mais là, on parle trop du présent. Moi, je vais retourner dans l'Union paysanne. Vous êtes cofondateur de l'Union paysanne. Ouais. Parlez-moi de cette partie-là de votre vie. Moi, ça, c'est une des... Quand je disais que je prévoyais pas les choses, là, ça en est un bel exemple. Le fait de m'emmener ici, de faire de l'agriculture biologique, a fait que, bon, je me suis, bien sûr, opposé à des projets d'agriculture industrielle. Et... au point de vue écologique aussi. Donc, quand est arrivée la vague d'implantation de porcheries, qui était un nouveau modèle d'agriculture intensive, avec des impacts très lourds sur l'environnement et sur le milieu social, à cause d'une concentration de beaucoup d'animaux dans une même bâtisse, et selon une gestion des fumiers aussi très, très problématique. Alors là, j'ai été confronté à ça, puis je me suis battu, puis pas tout seul, un groupe très important de citoyens à Saint-Germain, comme dans plein d'autres villages au Québec, se sont battus, et on s'est mis ensemble, et à un moment donné, justement, à partir qu'on avait fait, entre autres, les 2 grands rendez-vous nationaux à Saint-Germain, de rebâtir les campagnes et sauver les campagnes. Et ça nous a conduit justement à fonder l'Union paysanne, c'est-à-dire un groupe
un mouvement, un syndicat d'agriculteurs, mais qui veut faire de la place à une agriculture de proximité, une agriculture écologique, plutôt que l'option d'agriculture productiviste, industrielle, axée vers l'exportation, vers la spécialisation, les monocultures, les monoélevages, etc., qui finalement finissent par détruire le milieu dans lequel ils sont. Alors... Fait que l'Union paysanne, je comprends bien, c'est un syndicat qui était à l'opposé de l'UPA ou... à l'opposé. C'est-à-dire, il faut bien s'entendre. C'est que le problème est que l'UPA, c'est le seul cas au monde d'un syndicat agricole qui est un monopole. C'est-à-dire qu'il y a un seul syndicat agricole qui est accrédité officiellement. Donc, si on veut créer un autre mouvement agricole qui a une orientation différente, on ne peut pas être accrédité parce que la loi spécifie qu'il n'y a qu'une accréditation. Donc, on est forcément en conflit avec l'UPA. Parce que quand dans le discours d'ouverture du congrès de fondation de l'Union paysanne qui a eu lieu à Saint-Germain, justement, je le disais très clairement, on ne veut pas détruire l'UPA, on ne veut pas remplacer l'UPA, on veut avoir la possibilité d'avoir un syndicat accrédité qui défend un autre type d'agriculture. L'UPA, elle a fait son ouvrage, elle a encore de l'ouvrage à faire, puis elle sera toujours là pour un certain type d'agriculture. Malheureusement, elle s'est beaucoup collée à l'agriculture de grosse exportation et c'est en train de détruire, de miner toutes les fermes en région surtout, au profit de quelques grandes fermes, de grandes unités, de grands intégrateurs. Mais bon, l'UPA pourrait choisir de défendre davantage les fermes, par exemple, qui sont sous gestion de l'offre, une ferme de type familial et tout ça. Et il y a de la place pour une union paysanne, par exemple, qui défend des agriculteurs de proximité qui visent la mise en marché locale, parce que c'est absolument dramatique. Hein? L'alimentation, c'est probablement la chose qui a le plus changé depuis 50 ans. Tout ce qu'on mangeait, on savait d'où il venait. Il venait de près de chez nous. On savait qui l'avait produit la plupart du temps, etc. Et c'est nous autres qui faisions à manger. Plus tard, on ne sait absolument plus d'où ça vient, comment ça a été fait. C'est transporté aux quatre coins de la planète. On n'a plus aucun contrôle sur les procédés chimiques qui sont utilisés. On est désapproprié complètement de toute notre agriculture et de toute notre alimentation. Alors, c'est assez grave. Ça a des conséquences très graves au point de vue santé des gens, au point de vue obésité, au point de vue environnement. Mais aussi la perte de nourriture qui est assez exceptionnelle. Là. 50% pratiquement de gaspillage. Mais c'est épouvantable. Enfin, les conséquences de cette agriculture-là aujourd'hui sont carrément catastrophiques. Et ça ne s'améliorera pas parce que c'est un type d'agriculture qui est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Tu sais. Elle est assise parce qu'on détruit les sols, on détruit l'eau, on détruit tout, tu sais, de sorte que ça va être de plus en plus difficile de produire de la nourriture en plus grande quantité, alors que l'humanité augmente à une allure toujours plus grande. Donc, il y a place pour une agriculture différente qui se fait en respectant l'environnement, la nature, qui se fait localement, puis avec des mises en marché, de la mise en marché locale. Et moins de transport et écologiquement, aussi. Autant que possible. Mais l'Union paysanne, ça allait rejoindre toutes les petites fermes ou les plus biologiques, mais à travers le Québec. Là. C'était pas seulement dans la région du Bas-Saint-Laurent. Non, c'est tout le Québec. C'est la grandeur du Québec. Mais c'est sûr que ça l'a... Moi, j'ai quitté en 2005. Depuis 2005, je n'ai plus affaire à l'Union paysanne. J'ai été là pendant 5 ans.
le mouvement a végété, c'est certain. Au début, les 4 premières années, on est monté rapidement. On a eu une grosse visibilité. Beaucoup de support. Puis on est monté à 3500 membres, plus de 1500 producteurs. Mais bon, le mouvement a décliné beaucoup par après parce que c'est très dur de tenir le coup quand on n'a pas de moyens puis qu'on n'a pas de légitimité. Tu sais. Tout à fait. Puis là, vous êtes allé dans un comité ou une organisation un peu plus légère, hein, le symposium de peinture. Vous avez décidé, bon, et là, il va y avoir moins de débats. c'est pas dans ce sens-là, parce que le symposium de peinture, on a parti ça bien avant l'Union paysanne, c'est en 93, puis l'Union paysanne, c'est en 2001. OK. Non, c'est que moi, quand je suis arrivé, j'ai décidé de venir sur la ferme, pour moi, ça voulait dire, j'ai appelé d'ailleurs ma ferme le petit pays. C'est-à-dire, pour moi, à ce moment-là, je délaissais les grands combats idéologiques et je venais me battre pour mon pays à moi, mon petit pays. Et toutes les luttes que j'ai faites ici dans la région, je ne les ai pas faites au nom de grandes causes internationales, je les ai faites à partir de mon territoire, de ma ferme. Et après, de mon village, puisque à partir de 95, j'ai vendu la ferme. Mais, tu sais, les luttes écologiques, je les ai toujours fait à partir de situations qui affectaient ma ferme. Des arrosages chimiques, de paravions, n'importe quoi, les aboiteaux, le traitement des rivières, des cours d'eau, etc. Et le développement local, c'était mon village. C'était mon village d'adoption, oui, mais c'était mon village, c'était ma place, c'était mon territoire. C'était votre petit pays. De vie, tu sais. Et j'ai toujours continué comme ça. Je suis un gars de région, puis je suis un gars de territoire. Et puis, même si j'ai un certain impact à travers, on peut dire, l'ensemble du Québec, je suis toujours perçu comme une sorte d'indigène qui vient en région, puis qui ne joue pas le jeu là, des intellectuels de la ville, tu sais, ou de l'université. Tu sais. J'ai fait 11 ans d'université, mais je ne suis pas vraiment un universitaire aux yeux des vrais universitaires qui parlent et qui écrivent pour ne pas se faire comprendre. C'est bien dit. Mais le symposium, qu'est-ce qui vous intéressait dans le symposium? Vous êtes un amateur de peinture? C'est-à-dire qu'on a fait une enquête à le comité de développement à l'époque, sur une enquête sociologique sur Saint-Germain. Les 120 familles de Saint-Germain ont rempli un questionnaire qu'on a été chercher dans chaque maison. Et là, on a fait vraiment un portrait de Saint-Germain. On a eu de l'aide d'un sociologue du cégep de la Pocatière à l'époque, en 93, on a fait ça. Et là, on a découvert des choses, que Saint-Germain, il y avait la moitié des gens qui n'étaient pas originaires de Saint-Germain. Donc, si on voulait faire de quoi, il fallait faire ensemble. Parce que si on disait, toi, t'es pas de la place, non, ça ne marchera pas. Là. Deuxièmement, on a découvert que beaucoup de gens, 80 personnes, partaient chaque matin pour aller travailler à l'extérieur. Par contre, que beaucoup étaient venus s'installer à Saint-Germain. Donc, ces gens-là allaient travailler au CLS, travailler à l'hôpital. Donc, Saint-Germain était devenu une sorte de banlieue. Et en conséquence, ça avait des gens extrêmement, avec des ressources très, très variées, très instruits, un taux de scolarité beaucoup plus élevé que la moyenne au Québec, à cause de ça. Et que les gens croyaient que l'avenir ce qui pouvait permettre un avenir à Saint-Germain, c'était le spot, l'endroit. OK, la beauté. Le fait que Saint-Germain était un beau petit village tranquille, on surplombait le fleuve et toute l'équipe. Bon, alors c'est là qu'on a inventé le slogan « Saint-Germain, c'est beau ».
Et au début, c'était pas évident parce que c'était plutôt Kamouraska que tout le monde trouvait beau, tu sais. Mais finalement, on a fini par faire comprendre, faire voir que Saint-Germain est beau. Et il est beau. Ben oui, il est beau. Il s'est embelli beaucoup, d'ailleurs, à cause de ça. Il est très propre, c'est un village propre. C'est un village, on voit que les gens se sont ramassés. Et là, ben, c'est là qu'on a dit comment on va... Si c'est le site de Saint-Germain qui est le meilleur atout de développement de Saint-Germain, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a dit, on pourrait faire un symposium de peinture. Si c'est beau, on pourrait convaincre des peintres de venir peindre Saint-Germain. Et montrer Saint-Germain avec leur peinture à travers le Québec. T'sais. Et donc, faire de Saint-Germain un village de culture, en même temps que de nature, puis d'agriculture, puis tout. À chaque année, pendant des années, puis encore aujourd'hui, on peut calculer qu'il y a 400 à 500 peintures du Kamouraska qui s'en vont un peu partout dans le Québec et dans le monde, montrer le... Et donc, ça a été une façon de mettre Saint-Germain sur la carte, comme disent les gens. Et après, ben là, on a fait rebâtir les campagnes, les grands rassemblements, de sorte que Saint-Germain, à ce moment-là, l'idée qu'on a développée à partir de cette enquête sociologique-là, le plan de développement qu'on a fait, il s'est concrétisé. C'est concrétisé. Est-ce que vous êtes conseiller de la municipalité en ce moment? Non. Moi, je n'ai jamais fait de politique. Non? Vous en parlez, mais non? Ça veut dire que je ne suis pas un gars de politique. OK. J'ai fait une candidature électorale pour commissaire d'école à la commission scolaire de Saint-Pascal, à l'époque, avant qu'elle soit fusionnée. OK. Et j'ai été battu. Quand ils ont su quand les libéraux de la place ont su que je me présentais, ils ont sorti les vieux en chaise roulante quasiment pour venir voter contre moi. My God! Mais je vois que vous n'avez pas resté. Mais non, je sais que je ne suis pas fait pour faire la politique. Je ne suis pas quelqu'un de rassembleur qui fait l'unanimité, par définition, qui fait des compromis pour arrondir les coins. C'est pas ma personnalité, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est beaucoup plus d'initier, de provoquer même parfois, mais c'est pas mon but de provoquer. Là. Mais c'est avoir des discussions. C'est d'ouvrir des pistes, ouvrir des prises de conscience pour qu'on avance, pour qu'on aille plus loin, pour qu'on sorte de nos préjugés, puis qu'on crée quelque chose de collectif. T'sais. Moi, je suis pour les petites gens, d'abord. Je suis très agressif envers l'autorité. J'ai toujours été agressif. Vous êtes un rebelle anarchiste. Envers l'autorité, mais j'aime bien les gens simples, le monde ordinaire. Avant qu'on se quitte, Monsieur Bouchard, j'aimerais savoir... Bien, parlez-nous un peu de vos deux fils, là. Vous avez un fils dans la région parce que vous avez une cabane à sucre avec lui? Ouais. Parlez-nous un peu de vos deux garçons. Oui, j'ai deux garçons de deux mères différentes. Le plus vieux, Geronimo, il demeure ici à Saint-Pascal. Et c'est lui qui maintenant est propriétaire de ce qui me reste, le seul morceau qui me reste de ma ferme, c'est une cabane à sucre et une petite érablière dans le rang Mississippi. Et c'est lui qui en est le propriétaire, et il fait les sucres là, et je vais les faire avec lui. Mon deuxième fils, sa mère est suisse, lui, et il est à Montréal. Il travaille surtout dans la musique. Il a une compagnie de disques. Non, les deux garçons, pour des raisons différentes, j'en ai eu la garde complète quand ils étaient jeunes, parce que leur mère, on s'est séparés quand ils étaient jeunes. Et puis, donc, j'ai élevé ces enfants-là beaucoup sur la ferme avec moi. Et ça a été absolument extraordinaire, tu sais, le contact que j'ai eu avec eux.
puis l'harmonie dans laquelle ces enfants-là se sont développés sur la ferme. T'sais. La maîtrise de leur environnement qu'ils ont acquis là. T'sais. Le constat de votre vie que vous faites là, présentement, est-ce que vous êtes content de ce que vous avez apporté à la société? Quel constat vous faites, le bilan de votre vie? Ah, mon Dieu! Moi, j'ai fait ce que je pensais devoir faire. J'ai toujours fait ce que je pensais qu'il fallait que je fasse. J'ai une sorte d'intégrité dans mon engagement à ce niveau-là. Je suis pas parfait, j'ai mes impatiences, je suis trop intense souvent. On a fait beaucoup à travers tous ces parcours-là du FLQ jusqu'au mouvement hippie, on a fait toutes sortes d'expériences qui parfois étaient imprudentes. Mais bon, moi, je suis content de ce que je suis. Vous n'avez pas de regrets? Oh non, j'ai aucun regret. Quand ça l'a bloqué quelque part, je suis parti à côté dans un autre chemin. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse abattre facilement. Maintenant, ben, je suis bien. Je suis à ma retraite. J'ai une compagne où on vit en harmonie, un petit chez nous. Puis je ne prends plus de responsabilité d'organisation. J'écris, j'interviens. Vous êtes présent vraiment sur les réseaux sociaux aussi? Sur les réseaux sociaux. Bon, ça, je peux le faire, transmettre ce que j'ai appris, parce que j'ai énormément... Moi, j'ai toujours aimé apprendre. Quand j'étais tout petit à l'école, à 4 ans, je savais lire. Il y avait une de mes cousines qui m'a appris à lire à 4 ans. Et encore aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup avec Internet, c'est qu'on peut apprendre constamment. Les gens me voient surtout intervenir sur Internet, mais moi, la plus grosse partie de mon travail sur Internet, c'est d'étudier, c'est d'apprendre, c'est d'approfondir, c'est d'aller plus loin dans ce que je ramasse à gauche et à droite. Roméo Bouchard, merci beaucoup d'être venu ici. Vous êtes quelqu'un de très intéressant à écouter. Bien, ça me plaît beaucoup parce que j'ai pas souvent, c'est un peu paradoxal, mais j'ai pas souvent l'occasion de m'exprimer maintenant dans la région ici. C'est vrai qu'on vous exploite plus à l'extérieur. Je m'exprime plus à l'extérieur. Oui. Il faut que ça change, hein? Merci beaucoup. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.